à l'intervention de Philippe Chardin, qui va terminer justement la journée sur un propos évidemment important, puisque c'est celui de la question de l'intelligence et de l'intellectuel, et ça ne va pas forcément ensemble d'ailleurs, mais ça, on va en reparler. Je te présente quand même. Voilà. Donc Philippe Chardin est professeur de littérature comparée à l'Université de Tours et il est co-responsable du séminaire Proust avec Nathalie Mauriac à l'ITEM. Il a notamment publié Le roman de la conscience malheureuse, qui a été un très grand livre sur Proust, L'amour dans la haine ou la jalousie dans la littérature moderne, Musil et la littérature européenne, et Proust ou le bonheur du petit personnage qui compare. Alors, il a dirigé beaucoup de collectifs. Je vais juste mentionner Originalité proustienne, puisque c'est dans la thématique de notre journée. Et Proust, écrivain de la Première Guerre mondiale. Je précise d'ailleurs aussi que Philippe est écrivain, qu'il a publié un certain nombre d'ouvrages et de récits, notamment aux éditions Jacqueline Chambon, Actes Sud. Alors, juste avant que tu prennes la parole, on peut peut-être distribuer... Oui, puisque Erika voulait les distribuer depuis ce matin. Donc, dans les collectifs, il y a le livre qui va apparaître, qu'on a co-dirigé avec Erika Fulop, qui a un rapport aussi avec les sciences sociales, 100 ans de jalousie proustienne aux éditions Garnier. Et puis donc en même temps le livre dont parlait Anne, qui a un rapport là avec la sociologie de la société française pendant la Première Guerre mondiale, avec Nathalie Mauriac, Proust écrivain de la Première Guerre mondiale, aux éditions universitaires de Dijon. Alors j'explicite d'abord le titre, La pince Monseigneur, qui est une citation des Courvoisier, c'est-à-dire la partie la plus conservatrice, la plus intégriste de la famille Guermantes. Pour eux, l'intelligence était cette espèce de pince Monseigneur, grâce à laquelle des gens qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam forçaient les portes des salons les plus respectés, et on savait chez les Courvoisier qu'ils finissaient toujours par vous en cuire d'avoir reçu de telles espèces. Une mention, on en trouvera beaucoup, de l'intellectuel comme une race, une espèce différente. La duchesse tient le même raisonnement pendant l'affaire Dreyfus, sous prétexte que ces personnes sont anti-dreyfusardes, il faudrait les recevoir, et même raisonnement pendant la guerre, sous prétexte que ces gens qu'on ne connaît pas sont nationalistes, il faudrait leur ouvrir toutes les portes. Alors mon hypothèse sera au contraire que l'intelligence de l'intellectuel, qui existe parfois, c'est un facteur plutôt chez Proust de déclassement, d'apesanteur sociologique, comme on l'avait dit, autant et plus que ce moyen prétendument infaillible d'être adopté par ces classes de prédilection. Remarque initiale préalable, À la recherche du temps perdu est un roman de l'intellectuel. On peut considérer que pendant longtemps c'est un roman du mondain, du dandy, dans la tradition décadente, tradition en partie reprise, mais ça n'est pas encore, du point de vue du narrateur en tout cas, un roman de l'artiste, puisque la fiction, c'est que le narrateur, jusqu'à la fin, n'a écrit que quelques productions d'intellectuels, justement, artistes, essais divers, mais il ne deviendra écrivain que dans les premières pages. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un roman de l'homme qui pense, et là je reprends, on a parlé de Musil, il y a Valérie Desoulières qui est présente, qui a travaillé aussi beaucoup sur Musil, donc dans L'homme sans qualité, Musil plaisante mais sérieusement, comme toujours, en disant qu'il n'est rien d'aussi difficile à rendre dans toutes les belles lettres qu'un homme qui pense. En somme, la recherche, c'est l'histoire, effectivement, d'une conscience, d'une pensée, du point de vue intérieur, quand on perçoit le personnage qui dit « je » de l'intérieur, et puis de l'extérieur, ce qui nous intéresse au cours de cette journée, sociologiquement, c'est le roman d'un homme qui appartient, et là j'emprunterai la citation à Stendhal, à la classe pensante. Il existe une couche, une classe, enfin une espèce pensante.
Donc cette double appartenance sociale du narrateur, d'une part la bourgeoisie ou la petite bourgeoisie, selon Charlus qui voit les choses de haut et qui a le rabaissement facile. En plus, ce sont des insolences, bien sûr, de dépit amoureux. Mais quand même, il définit le narrateur lors de ses confidences à Jupien, que surprend, comme on le sait, l'intéressé dans sa cachette, comme un personnage extrêmement intelligent et comme un petit bourgeois. Pour revenir aux jeunes gens qui ne sont pas du peuple, reprit le baron, en ce moment j'ai la tête tournée par un étrange petit bonhomme, un intelligent petit bourgeois qui montre à mon égard une incivilité prodigieuse. Et le narrateur de la recherche se qualifie lui-même explicitement d'intellectuel. Fût-ce entre guillemets, ces guillemets d'ailleurs qui sont peut-être un signe d'ironie vis-à-vis d'un mot qui est relativement récent, qui se diffuse au moment de l'affaire Dreyfus, même s'il est apparu avant, ironie envers le vague de la notion et peut-être également sa prétention. C'est quand le narrateur évoque justement, et la formulation est intéressante, l'éternel malentendu d'un intellectuel entre guillemets représenté en l'espèce par moi et des gens du monde. C'est dans Albertine disparaît. À la même page, justement, le narrateur se dénie, comme il le fait durant tout le corps central du livre, tout don artistique et se définit seulement comme, je cite, un homme sans talent mais aimant les choses de l'esprit, en somme un intellectuel cultivé. Si, comme le remarque Yves Baudel dans un des rares articles portant sur les représentations de l'intellectuel chez Proust, dans le recueil qui a été publié à Lille, qui s'appelle L'intellectuel et ses miroirs romanesques. Il y a quelques éléments aussi dans des articles plus anciens de Michel Raymond. Donc Yves Baudel fait remarquer que l'intellectualité dans le roman de Proust est diffuse. Elle circule de Bloch à Charlus, de Brichot à Saint-Loup, de Swann au narrateur. Il n'y a que deux personnages qui soient qualifiés explicitement et sérieusement d'intellectuels dans le roman. Je dis sérieusement parce qu'il y a aussi l'ironie qui consiste à dire, par exemple, que tel grand seigneur passe pour intellectuel dans son milieu. Mais sérieusement, quand même, malgré les guillemets, le narrateur lui-même est son alter ego, un des amis intellectuels de Saint-Loup, c'est-à-dire son ami traître, son double négatif, Albert Bloch. Dans une scène d'ailleurs dans laquelle Bloch fait montre d'un scepticisme ricanant, très déplaisant, souvent prêté aux intellectuels, et que partage dans la recherche l'aristocratie guermante, mais très dont le narrateur se désolidarise toujours, auquel il se dit étranger pour son propre compte et qu'il rejette aussi du côté de ce XVIIIe siècle voltairien qu'il n'aime pas. Swann est censé, l'ironie de Swann est censée, sur toutes choses, est censée découler à la fois de ses fréquentations aristocratiques et de son scepticisme d'intellectuel. Cette coterie de la princesse des Laumes, où il était convenu qu'on est intelligent dans la mesure où on doute de tout. Et puis il y a cette citation qui tendrait, pour reprendre les questions religieuses, à prouver que Proust quand même n'est pas si croyant, et c'est une belle formulation qui reste en mémoire. Pour quelle autre vie se réservait-il, Swann, de dire enfin sérieusement ce qu'il pensait des choses, de formuler des jugements qu'il put ne pas mettre entre guillemets. En revanche, des traits communs à Bloch et au narrateur semblent rattachés à leur être commun d'intellectuel. Et ces traits, de manière significative, représentent à nos yeux des spécificités essentielles de l'esprit et du style proustien eux-mêmes. L'esprit de complexité, de préciosité, de généralité. Dans le côté de Guermantes, comme beaucoup d'intellectuels, il s'agit de Bloch, il ne pouvait pas dire simplement les choses simples. Il trouvait pour chacune d'elles un qualificatif sérieux, puis généralisait. D'autre part, recherche de la vérité poursuivie, mais de la vérité poursuivie à travers une extrême subtilité d'analyse, ce qui peut induire
en erreur quant à l'existence véritable de ce désir de vérité. Le style de Bloch, comme le style de Proust, agace, en l'occurrence, Albertine. Il proférait des choses subtiles qui étaient souvent pleines de vérité, mais, entre guillemets, tapaient sur les nerfs d'Albertine. Et Albertine, elle rapporte ce trait qu'elle déteste en Bloch, non pas à sa nature d'intellectuelle, mais à ses origines, entre guillemets, youpines. Elle est antisémite. Donc, rapprochement qu'on signale moins souvent du point de vue de la hostilité entre le juif et l'intellectuel, moins connu évidemment que le rapprochement entre juifs et homosexuels au début de Sodome et Gomorrhe. Et puis, comme autre trait explicitement rapporté à la qualité d'intellectuel du narrateur, le mélange de l'enthousiasme du sentiment et de la complexité déconcertante de la formulation. C'est un des rappels à cette scène cruciale des souliers rouges, à bien des égards. Le narrateur évoque sa robe devant la duchesse et s'exalte à ce souvenir. Il parle d'une grande fleur de sang, du rubis en flammes. Monsieur de Bréauté a alors un sourire indulgent pour l'amphigourie de l'intellectuel. Pour reprendre le célèbre titre du roman de Musil, il s'agit en l'occurrence d'un intellectuel sans qualité. Vous savez que sans qualité veut dire bien des choses, sans détermination, sans spécificité, sans limitation. C'est une belle traduction, mais évidemment une traduction infidèle, et de toute façon la notion est tellement riche qu'on ne peut la traduire par un seul mot. Donc sans œuvre artistique, sans écrit substantiel, mais aussi sans savoir professionnel et technique socialement reconnu. C'est un intellectuel de la pure spéculation, par opposition aux capacités du roman. Le médecin Cottard, le diplomate Norpois, l'universitaire Brichot, qui exercent des professions intellectuelles, mais qui en fait, non seulement n'apparaissent pas véritablement comme des intellectuels, mais auxquels font défaut largement le sens critique, l'intelligence, la sensibilité dans bien des scènes. Donc, distinction essentielle, je vous rappelle, pour Sartre, entre le véritable intellectuel et le détenteur d'un de ses savoirs et d'une de ses positions sociales. Le narrateur n'a pas non plus de diplôme universitaire, alors qu'on apprendra que Bloch, lui, a passé l'agrégation et le doctorat. D'où, dans les salons, le même type de quiproquo et de comique qu'on a chez Musil, un comique de la sans-qualitude. À quel titre est-il là? Que fait-il là? Pourquoi est-il présent? Monsieur de Bréauté, il n'était pas encore fixé sur le point de savoir si c'était moi dont on venait d'expérimenter le sérum contre le cancer ou de mettre en répétition le prochain lever de rideau au théâtre français. Et évidemment, le narrateur n'est encore ni l'un ni l'autre, pas plus scientifique que dramaturge. Enfin, il ne sera jamais vraiment dramaturge, il finira quand même par être une espèce de romancier. Alors j'en viens à l'éternel malentendu d'un intellectuel et des gens du monde, formulation de Proust. Je rappelle de cette époque, les intellectuels bénéficient de l'engouement que la classe de loisirs qui se constitue à la fin du XIXe siècle éprouve ou feint d'éprouver pour les choses de l'esprit. Mais c'est relatif, comme le souligne à plusieurs reprises le narrateur. Plus tard, je compris que les Guermantes me croyaient en effet d'une race autre, mais qui excitait leur envie, parce que je possédais des mérites que j'ignorais et qu'ils faisaient profession de tenir pour sol important. Plus tard encore, j'ai senti que cette profession de foi n'était qu'à demi sincère, et que chez eux, le dédain ou l'étonnement coexistaient avec l'admiration ou l'envie. Comme l'écrit Ortega y Gasset dans La révolte des masses, se distraire avec l'intellectuel, mais le mépriser au fond. Alors, incarnation magnifique de cette condescendance, le duc de Guermantes. Le duc qui prononce toutes les paroles les plus stupides et les plus odieuses dans la recherche, il a une formule, quand on lui demande s'il a vu les poussins du Louvre, il ne s'en souvient plus exactement, mais il dit « si c'est à voir, je les ai vus ». Et on peut transposer en disant que s'il y a un mot à faire, il l'a fait. Entre parenthèses, Proust en a
que plus de mérite et plus d'humanité à réhabiliter pratiquement le duc, c'est-à-dire un des personnages les plus odieux et les plus suffisants et les plus antipathiques dans les dernières pages, puisque c'est lui qui incarne sur ses échasses l'humaine condition, hein, alors que la dernière phrase de Flaubert, c'est le triomphe d'Homère. Là, au contraire, le duc redevient humain à la fin. Mais quand il parle des choses de l'esprit, il est évidemment particulièrement brillant. Par exemple, lorsque, enfin, l'article du Figaro du narrateur a paru. Le duc ne l'a pas trop apprécié, il n'aime pas beaucoup son style, etc., mais il ne l'en félicite pas moins de s'occuper. J'aime qu'on fasse quelque chose de ces 10 doigts. Donc, étonnante permutation, en somme, la synthèse de l'homo faber et de l'homo sapiens. Écrire un article, c'est faire quelque chose de ces 10 doigts. Ce mépris sous-jacent, il est évidemment réciproque. Hein. C'est-à-dire que l'intellectuel qu'est le narrateur passe son temps à relever les bourdes commises par les gens du monde, dont il souligne l'ignorance prodigieuse. Ça donne lieu à des effets d'ailleurs un peu faciles, confusion d'Aristote et d'Aristophane, poésie la plus simple de Victor Hugo jugée trop difficile, mystification musicale de Morel à laquelle tout le monde se laisse prendre, méconnaissance de la fable de La Fontaine, les 2 pigeons, etc. etc. C'en est rempli dans la chaîne. Malentendu entre un intellectuel et un descendant d'une grande famille, plus profond et plus mélancolique, parce qu'il met, on en a déjà parlé au cours de la journée, parce qu'il met en jeu l'amitié entre le descendant d'une des plus grandes familles, qui a beaucoup de panache, qui est quand même un personnage bien plus sympathique de la recherche, le marquis de Saint-Loup, et ce petit bourgeois remarquablement intelligent et cultivé qu'est le narrateur. Et là, jeu de mirage spectral, comme Proust les aime bien, chacun est fasciné par un univers auquel il n'appartient pas vraiment de plein pied. Le marquis de Saint-Loup joue à l'intellectuel, il est un peu devenu, mais il est suggéré qu'il ne l'est pas vraiment, ce qui désole son ami, qui n'admire en lui que l'élégance et le panache de ses ancêtres, et qui blâme ses tentatives pour se débarrasser de ses origines, et qui présente une version héroïque de loin d'ailleurs, hein, parce que les morts au front, c'est peut-être pas exactement ce qui est imaginé dans les tranchées, ce qui est imaginé dans le temps trouvé, une mort féodale enfin, et puis son enterrement, il a rejoint les Guermantes, et il est dit à ce moment-là qu'il a balayé, en fait, les événements ont balayé cette espèce d'affectation d'intellectualité. Et à l'inverse, Saint-Loup tire une vanité puérile du fait de présenter à ses camarades officiers de Doncières un esprit aussi remarquable, même quand il parle de stratégie, que celui du narrateur. Alors, très sociologique, marquant de l'univers proustien, généraux bien sûr, les images, les mirages sociaux, les prestiges réels ou supposés, y traversent les rapports privés, en amitié comme en amour. Néanmoins, une distinction importante maintenant est faite à l'intérieur de ces classes dominantes par le narrateur entre les grands seigneurs et les bourgeois. C'est évidemment une opposition que Proust exagère encore, mais qui correspond bien sûr encore à une réalité sociologique d'époque. Et le narrateur constitue une tripartition qui correspond elle aussi à la fois à une réalité sociale et à une vision mythique, incluant comme troisième classe une classe indifférenciée qui s'appelle le peuple. Et à plusieurs reprises, on a des jugements de valeur explicites qui relèguent au dernier rang dans la hiérarchie de valeur la classe du milieu. Alors j'avais suivi des cours dans cette maison de Jacques Julliard il y a longtemps, qui était très intéressant, et qui faisait souligner avec ironie que de telles préférences et qu'un tel mépris sont finalement fréquents chez les intellectuels, eux-mêmes le plus souvent d'origine moyenne. Hein. Ça pourrait correspondre en somme à une détestation de leur propre milieu d'origine, pour ne pas utiliser l'expression haine de soi-même, en allemand c'est plus fréquent, mais effectivement ça revient, c'est vraiment martelé. Quand il a les trois, il préfère les deux plutôt que les trois.
Par exemple, cette fois, j'avais situé dans un milieu interlope des filles d'une petite bourgeoisie fort riche, c'est la petite bande, du monde de l'industrie et des affaires. C'était celui qui, de prime abord, m'intéressait le moins, n'ayant pour moi le mystère ni du peuple, ni d'une société comme celle des guermantes. J'aurais pris indifféremment les uns et les autres pour amis. En somme, il dit la même chose que les tantes dont on a parlé ce matin, avec une certaine préférence pour les ouvriers et après cela pour les grands seigneurs. Ce qui fait un petit peu sourire quand même. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers dans la recherche, hein. Il n'y a pas beaucoup d'employés, pas beaucoup de paysans, et le peuple est essentiellement représenté par la classe des domestiques. Il y a des ouvriers dans la maison qui sont soldats d'ailleurs dans la maison de Jupien. Alors, cette fascination de l'aristocratie, là, j'ai pas le temps évidemment de développer, puis il y a déjà beaucoup de choses, elle certes, elle a quelque chose de particulier à Proust, incontestablement, mais elle correspond aussi à des affinités structurelles, en somme, de l'intellectuel avec l'aristocratie, hein, sur lesquelles insistait déjà Nietzsche, bien sûr, Thomas Mann ensuite, son oisiveté apparente, son élitisme, son culte de la forme, son indifférence aux valeurs de l'argent et de la réussite, enfin aux valeurs de l'argent en tout cas, à la production, mais pas à la consommation. Hein, ça, au contraire, ça n'empêche nullement la prodigalité pour son propre compte. Ce qui finalement correspond assez aux valeurs de l'aristocratie, mais qui apparaît comme une provocation pour les valeurs par rapport aux valeurs de la bourgeoisie. C'est la symbolique de la fumée dans la conscience de Zéno, un grand roman contemporain. La fumée, c'est à la fois la pensée, l'improductivité et ce que le temps gaspillé par Zéno. On n'aura pas non plus, pour la partie peuple, bien sûr, de représentation du militant intellectuel qui est en porte-à-faux par rapport à ses camarades ouvriers. On a cela, par exemple, dans les Thibauts de Martin du Garon, auxquels on ne s'intéresse plus tellement, et pourtant, sociologiquement, c'est aussi très intéressant. On n'aura pas, simplement, on a quelques allusions ironiques au tolstoïsme, les efforts de l'intelligentsia russe pour aller au peuple. Alors, cette double proximité, affirmée de façon redondante, argumentative et conceptuelle par Proust, est en fait démentie par l'analogie et par la métaphore. Et là, c'est tout un champ passionnant. À quel moment l'argumentation conceptuelle chez Proust entre en opposition avec son système analogique et métaphorique qui est tellement riche. Et ça peut être plus pessimiste ou moins pessimiste. Par exemple, évocation, bien sûr, dans le bal de tête, dans le temps retrouvé, de la maladie, de la mort prochaine, mais sous forme de métaphore filée du bal masqué de la féerie, c'est-à-dire féerie, retour à l'enfance, au théâtre merveilleux, ce qui est déjà beaucoup moins sombre. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une affirmation comme cela de proximité de l'intellectuel avec ces deux classes, mais les analogies sont le plus souvent, insistent le plus souvent au contraire sur le complet éloignement, la complète étrangeté, la différence radicale de race et d'espèce. Et je vais en donner justement deux exemples qui ne sont politiquement corrects ni l'un ni l'autre d'ailleurs, l'un sur le peuple, l'autre sur l'aristocratie. Mais quand il s'agit d'aristocratie, justement, l'ethnologie intervient. Alors, Annie Ernaux est intervenue au séminaire de Compagnon. Elle est d'origine populaire. Je crois même que sa mère était femme de ménage. Et non, elle était peut-être épicerie. Oui. Elle tenait un café. Voilà, elle tenait un café. Elle disait qu'elle ne pouvait pas supporter des passages comme ceux relatifs à Françoise. Pourtant, le personnage de Françoise est bien plus complexe, je pense, que ce qu'elle en a dit. Mais dans des passages comme celle-là, comme celui-là, Françoise est censée ne pas avoir plus de pensée que des animaux. On aurait pu parler de pensée à propos de Françoise. Elle ne savait rien, dans ce sens total où ne rien savoir équivaut à ne rien comprendre, sauf les rares vérités que le cœur est capable d'atteindre directement. Le monde immense des idées n'existait pas pour elle. On était troublé comme devant le regard intelligent et bon d'un chien à qui on sait pourtant que sont étrangères toutes les conceptions des hommes.
j'ai fait quelques coupures, ça continue, et là il y a une espèce de réhabilitation justement de l'intelligence intuitive de François, mais enfin quand même. Et donc qu'est-ce qui est plus opposé à l'univers de la pensée d'un intellectuel. Et à l'autre extrémité de l'échelle sociale, il y a la pantomime du grand seigneur qui ne sait pas plus comment il convient de s'adresser à un intellectuel que s'il avait affaire à un sauvage. Dans l'ignorance de la langue qu'il devait me parler, en somme, comme s'il se fût trouvé en présence de quelques-uns des naturels, entre guillemets, d'une terre inconnue, où aurait atterri son radeau, et avec laquelle, par espoir du profit, il tâcherait, tout en observant curieusement leurs coutumes et sans interrompre les démonstrations d'amitié, ni de pousser comme eux de grands cris de bienveillance, de troquer des œufs d'autruche et des épices contre des verroteries. Entre parenthèses, l'univers colonial qui est évoqué par Céline justement dans le Voyage au bout de la nuit, qui apparaît ici fugitivement. Les troupes coloniales, en revanche, sont évoquées avec un certain exotisme dans le Tortue. Mais ce passage-là est quand même assez, sous forme d'analogie, quand même assez étonnant. Donc il y a une conscience malheureuse de l'intellectuel chez Proust, comme dans comme chez nombre de ces grands romanciers européens qui évoquent l'avant-guerre de 14, que j'avais réuni donc, dans ma thèse, qui est devenue le roman de la conscience malheureuse. Schématiquement, un choix impossible entre une classe qui le fascine, l'aristocratie, mais dont il constate lucidement le déclin et la vacuité, une classe qu'il n'aime pas, la bourgeoisie, mais dont il se rend compte qu'elle est en train de conquérir le pouvoir, ce qui est représenté à la fin de la recherche, et un peuple, entre guillemets, pour lequel il éprouve une sympathie diffuse, mais auquel il se sent complètement étranger. Alors, entre parenthèses, c'est Anne Simon qui est spécialiste des rapports entre Proust et Sartre, et qui a montré qu'il y a beaucoup plus, que Sartre est souvent beaucoup plus proche et a été même beaucoup plus influencé par Proust qu'on ne le croit, dans un texte qui s'appelle Plaidoyer pour les intellectuels, qui est un texte de conférence du Japon de 1965. Donc c'est l'époque des mots à peu près, finalement entre les certitudes politiques antérieures et peut-être ultérieures. Hein. C'est l'époque du doute où justement Proust fait une sorte de portrait de l'intellectuel intéressant en Conscience malheureuse. Je lis ceci: sa propre classe ne veut pas plus de lui qu'il ne veut d'elle, mais aucune autre classe ne s'ouvre pour l'accueillir. Mandaté par personne, suspect aux classes travailleuses, traître pour les classes dominantes, refusant sa classe sans pouvoir s'en délivrer tout à fait, partout inassimilable. Et Conscience malheureuse de l'intellectuel vue par Musil, vue par l'image musilienne aussi, cette couche mince et instable de l'humanité que forment les intellectuels, méprisés d'un commun accord par les hommes dont la conception du monde, en dépit de toutes les nuances, est garantie inusable. Donc là, on est plutôt effectivement dans la psychosociologie et dans l'univers intellectuel, dans la typologie. Ce qui en serait le symbole, là aussi on en a parlé, ça serait le fameux doute quant au fait de savoir si le narrateur a bien été invité. Sartre en aurait fait un symbole, je pense que... Enfin, le titre de l'invité avait déjà été pris par quelqu'un qui était proche, donc, mais ça serait effectivement l'invité. C'est le contrôleur sans billet dans les mots. Hein. Une mauvaise farce, le narrateur ne peut pas vérifier parce que Charlus est vexé qu'ils aient été invités sans lui, les Guermantes ne sont pas là, donc il se demande s'il ne va pas être jeté à la porte, si ce n'est pas une méchante farce machinée par quelqu'un qui eût voulu me faire jeter à la porte d'une demeure où j'irais sans être invité. C'est l'épisode de son angoisse au moment où il va être annoncé chez le prince de Guermantes. Alors ne pas oublier quand même des différences essentielles avec Sartre et même sans doute avec Musil dans la perception de l'intellectuel. D'abord, bien entendu, toute la critique par Proust de la simple intelligence, donc du type des intellectuels comme type incomplet, hein, au nom de la puissance créatrice. Hein, l'écrivain, l'artiste sont présentés comme un accomplissement évidemment supérieur à l'intellectuel. La pensée n'est pas pour lui la valeur suprême, alors que même si Musil dit que la littérature est au sommet de toutes les formes de connaissance, la pensée reste quand même une valeur extrêmement forte pour lui, même à l'intérieur de la littérature.
Et dans la recherche, Swann et Charlus, qui sont les deux doubles les plus intelligents, les plus sympathiques, sont censés avoir gâché leur don créateur, à la fois par mondanité, par amour stupide et par excès d'intellectualité. Et puis, par rapport à Sartre, bien entendu, il y a la polémique avant la lettre contre la notion d'intellectuel engagé qui traverse tout le temps retrouvé. Il a évidemment pris ses distances. Il a refusé la pétition du Parti pour l'intelligence qui n'était pas du même côté en 1921. Et puis il y a dans le temps retrouvé la critique explicite de Barrès à droite, la critique sous-jacente de Romain Rolland à gauche, du tolstoïsme, de toutes les formes, et puis vraiment avant la lettre de la conception de la littérature engagée. Dans le dialogue Sartre-Proust, c'est aussi intéressant. Et d'ailleurs, l'intellectuel devenu organique, à la fameuse expression de Gramsci, n'est plus du tout en état d'apesanteur sociologique. Intellectuel organique qui est évoqué dans le temps retrouvé, non pas d'une classe, mais d'une nation. Et à ce moment-là, le mot intellectuel revient de façon curieuse et intéressante. On reproche aux mauvais intellectuels, c'est-à-dire aux dilettantes, à l'écrivain supposé être décadent ou tenant de l'art pour l'art, de ne pas se consacrer à de nobles sujets comme de nobles intellectuels. Je sentais que je n'aurais pas à m'embarrasser des diverses théories littéraires qui m'avaient un moment troublé, notamment celles que la critique avait développées au moment de l'affaire Dreyfus et avait reprises pendant la guerre, et qui tendaient à, je cite, faire sortir l'artiste de sa tour d'ivoire et à traiter des sujets non frivoles ni sentimentaux. Un frivole est un mot, il y aurait toute une étude à faire sur frivole, la frivolité du mourant, le dernier texte de Proust pratiquement, ce qui donne quelque chose d'un peu vil, là, cette incroyable frivolité des mourants. Donc non frivoles ni sentimentaux, mais peignant de grands mouvements ouvriers et à défaut de foule, à tout le moins non plus d'insignifiants oisifs. J'avoue que la peinture de ces inutiles m'indiffère assez, disait Bloch, mais de nobles intellectuels ou des héros. Donc j'en arrive à ma conclusion en rapport avec ce beau thème, cette belle formulation de Marianne Massé et des organisatrices et d'Anne, Proust et les sciences sociales, aller et retour. Qu'est-ce que peut, par rapport au sujet référence avec le sujet que j'ai choisi, apporter la lecture de Proust? D'abord, et c'est pas si souvent remarqué, l'œuvre de Proust contient une réflexion passionnante sur la notion d'intellectuel, sur l'ambivalence et sur les malentendus de son rapport aux autres classes sociales, sur sa conscience malheureuse, sur son état d'apesanteur sociologique. Or, les études sur les intellectuels se sont multipliées durant ces dernières décennies, en particulier ici, Jacques Julliard, Charles, Sirinelli, etc. Il y a vraiment mais c'est relativement récent. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a eu, on l'a constaté, comme sur l'université, une hésitation à faire la sociologie de soi-même, enfin en miroir de son propre corps social. Donc Proust était finalement en avance dans cette réflexion intermittente, encore un de ces mots, on peut dire une réflexion sociologique intermittente, un de ces mots clés, mais il a cet immense mérite et on ne s'intéresse peut-être pas encore suffisamment à cet aspect de sa réflexion sociologique. Ensuite, et là, tous les intervenants en ont beaucoup parlé, l'art sociologique chez Proust du microcosme exemplaire, de la scénette symbolique, des abstractions incarnées. Les idées vraiment s'incarnent dans des scénettes, dans des mots, dans des relations, j'en ai cité quelques-uns parmi beaucoup d'autres. La situation de l'intellectuel, elle est rendue transparente, comme par les rayons X, il faut quand même un petit peu, ou la photographie, à travers les rapports du narrateur avec certains personnages privilégiés, le duc de Guermantes, Saint-Loup, Françoise, Monsieur de Bréauté, etc.
Dernière remarque, par opposition à une sociologie positiviste et globalisante, Proust s'intéresse beaucoup à la manière dont les mirages, les images, les mirages, l'imaginaire traversent les rapports psychologiques et les rapports privés. Or, Bourdieu, dont on a très bien parlé tout à l'heure dans la présentation et la table ronde, Bourdieu, finalement, s'est assez peu préoccupé de l'amour, de l'amitié et même de la sexualité. Sauf, de manière révélatrice, dans le seul grand livre qu'il est consacré à la littérature, c'est à Flaubert, dans les règles de l'art. Et là, effectivement, il y a cette corrélation que Proust fait constamment. Des notions chez Proust essentielles, qui sont des notions dont on s'aperçoit peut-être maintenant davantage qu'elles sont centrales en sociologie, mais qui ne sont pas complètement positives, justement. Alors on a parlé de celle d'imitation, mais celle de prestige, qui est un mot tellement fort chez Proust, tellement important, de mépris, d'humiliation. Je voulais poser la question, là je termine parce que ça m'avait intéressé, Proust et Kafka. Effectivement, c'est sur le corps du supplicié qu'on grave la loi. Mais chez Proust, l'humiliation sociale est gravée sur le corps. Il y a des corps absolument décomposés. L'historien, quand le duc lui dit « Vous êtes du Jockey, monsieur », il y a toutes les évocations de la décomposition jusqu'à la mort, puisque Charlus fait mourir, on apprend que Charlus a fait mourir d'humiliation la comtesse de Molay. Donc là aussi, c'est pas si feutré que cela, ça l'est peut-être un peu plus que chez Kafka, mais tout de même. Donc toutes ces notions qui touchent étroitement aux rapports sociaux, mais qui, évidemment, ne s'y réduisent pas pour autant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que c'était très bien que tu interviennes à la fin. Et oui, moi, ça m'a frappé cette histoire de l'intellectuel hors classe, alors que peut-être qu'il n'y a pas de champ plus typiquement bourdieuien que le champ de l'intellectualité, peut-être parce que Bourdieu en était de ce champ et qu'il a pu très très bien le décrire et presque en faire quelque chose de paradigmatique, qu'il en était sans en avoir été et qu'il avait du coup un regard particulièrement fort là-dessus. Mais en même temps, moi je dirais, d'ailleurs je le reprocherais presque, que Bourdieu a surestimé le pouvoir du capital culturel, littéraire. Et il avait une génération de retard. Il a tiré sur une ambulance largement et contribué ensuite à ce que ses disciples tirent, c'est-à-dire Et après, il l'a reconnu. Qu'on était en train, c'était un passage, c'était les années 50 pratiquement, là, évidemment, l'époque de Proust. On était en train d'être classe dominante, c'était celle qui se moquait pas mal de la culture et qui était la finance encore plus. À quoi sert la princesse de Clèves? Oui. J'ai bien entendu, vous venez de dire que Bourdieu ne parlait pas de l'amour. Pas tellement. Il y a un très beau chapitre, Dans la domination masculine, je connais. où il dit que cette domination est suspendue pendant le temps de l'amour. Au fond, que les femmes retrouvent... C'est sûr. Comme ça. Ce serait étonnant que la domination sociale soit suspendue. C'est étonnant, parce que Proust est beaucoup plus bourdieuien, parce qu'il montre justement que les rapports de domination traversent absolument les images sociales, le prestige supposé réel. Alors ça, j'ai pas dit. Oui, quelques secondes. Alors, une question peut-être, c'est une remarque simplement, vous l'avez mentionné, ni Elstir, ni Vinteuil, ni Bergotte, ou je n'ai pas... Oui, effectivement, c'est un roman de l'artiste pour Chédid, pas pour le narrateur. C'est pas un roman pareil, de l'artiste. Mais c'est pas. C'est effectivement. Donc je l'ai dit, je crois, c'est du point de vue du narrateur, roman de l'intellectuel, mais c'est roman de. Effectivement, il y a quand même les trois, Bergotte, Elstir, Vinteuil, il y a même la sculpture, ski, etc. Bon, c'est quand même. Là, je me plaçais uniquement du point de vue de l'évolution du... Mais quand même, l'artiste, c'est pas forcément un intellectuel et vice-versa. Enfin, je veux dire, c'est pas des notions qu'on peut superposer totalement.
Et c'est pas ce que fait Proust d'ailleurs. Ouais, mais Bergotte est peut-être quand même trop intellectuel, hein, puisque c'est un des reproches implicites dans les... il est voltairien, c'est quand même par Anatole France, enfin c'est un peu quand même aussi la critique de la... Enfin c'est beaucoup de choses à la fois, parce qu'en même temps c'est la magie du style, comme Flaubert. Une magie mièvre, c'est la joliesse, voilà, tu vois, il y a un reniement quand même de... Ouais. C'est à la fois un écrivain formaliste finalement, et puis un écrivain de l'intellectualité, enfin ça change, hein, c'est un mélange. Peu idéaliste, voilà, un peu, il a énormément de clés différentes. Ouais. Alors avant de donner la parole à la salle, je te remercie beaucoup. En fait, je m'étais jamais posé la question du dernier personnage de la recherche, ce qui est incroyable de ne jamais se poser cette question. Donc je suis... pourquoi le duc? Alors je me disais peut-être la chute est d'autant plus grande, hein, d'une certaine manière. Je pense aussi que les puissants de ce jour seront les morts de demain, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis c'est aussi la fin de la race des géants d'une certaine manière, hein, parce que ce sont des géants, même Argencourt, l'ennemi absolu, l'aristocrate qu'on déteste, etc. C'est un sublime gaga, et dans Sublime Gaga il y a sublime. Bon, alors, avant que... qui est-ce qui veut prendre la parole là, pour rebondir? C'est une question à Philippe, mais le style, c'est pas justement ça, le point commun entre l'intellectuel et l'artiste, au sens où peut-être que le grand intellectuel est un intellectuel qui est le style. Ce qui m'a frappé depuis ce matin, c'est cette oscillation pendulaire entre cette formule qui dit l'oscillation pendulaire dans un cas, dans l'autre cas, entre Marx et Proust. Il me semble que, de même que Pierre Nora, en convoquant les témoignages d'historiens, a trouvé quels étaient les fondements de l'histoire il y a quelques années, est-ce qu'on ne pourrait pas assister aujourd'hui, sans complexe, à l'émergence d'une égo critique, au fond, c'est-à-dire située exactement entre critique et création, et on en finirait une fois pour toutes avec cette frontière poreuse entre l'intellectuel et l'artiste. Mais enfin, la critique de l'intelligence, elle est aussi tellement appuyée chez Proust, elle est aussi datée de sa jeunesse symboliste, hein, c'est quand même, mais c'est tellement important que l'opposition pour lui, elle paraît quand même importante. Hein. Maintenant, il y a une osmose, par exemple, les chagrins doivent être transformés en idées à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a déjà le processus de sublimation, même créateur, ce sont des idées. Hein. C'est ce que disent, je crois, les critiques de Proust les plus lucides de ces derniers temps. Hein. Il y a un éclectisme et des contradictions fécondes littérairement, mais ça n'a aucune... c'est pas cohérent. C'est pas systématique. Quand on essaye justement de trouver... Il n'y a pas de... on peut superposer des citations différentes. Mais par exemple, la critique de ce qui est pour lui l'esprit, alors à la fois au sens intellectuel et spirituel, justement, du XVIIIe siècle, ça reste constant chez lui. Et alors, il ne parle pas du tout de Rousseau, c'est l'encyclopédie, c'est Voltaire pour lui, le XVIIIe siècle. Et là, toujours, il parle de sa superficialité, de l'esprit, la méchanceté, et alors qu'en même temps, le côté de Guermantes, ça baigne dans cet esprit-là, absolument. Parce que là aussi, c'est paradoxal. Bien, on va clore cette journée qui était riche et soutenue. Voilà, je vous remercie beaucoup pour les interventions et puis pour votre présence. Merci aux organisateurs.